Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Ce crime, je le qualifie de crime, du vieux Condé, au début n'a pas eu l'air de choquer grand monde. Et puis maintenant, la classe politique s'est émue. Enfin, je dirais, Sonia Backès. Alors c'est effectivement extrêmement choquant. Oui. C'est extrêmement choquant. Je crois qu'il y a un problème de fond. Le président de la République a parlé d'une forme de décivilisation, une forme de. Oui, quand mais on ça, ne c'est respecte... du commentaire. Il faut la passer du commentaire au fait. On est bien d'accord, effectivement. Je crois que la question, alors la réponse immédiate, c'est la réponse en matière d'ordre, en matière de justice. Ces personnes ont été incarcérées, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça la vraie question. Et donc, il y a un travail de fond qui est mené par le gouvernement, parce que si on en arrive à ce que des jeunes soient capables de mettre à mort de cette manière, c'est un acte barbare, c'est clair. Complètement. Une personne de 72 ans, tout simplement parce que elle a fait des remarques sur le bruit qu'il faisait, on a un problème de fond de valeur. Ça veut dire qu'il faut le régler où, ce problème de fond ? D'abord à l'école, évidemment. On a un problème de transmission de valeurs morales, civiques, d'amour de la République, tout simplement d'appartenance, de sentiment d'appartenance à la République. Donc il y a un travail de fond à faire sur l'éducation morale et civique, sur ce qu'on transmet aux jeunes Français pour éviter que ces choses-là se reproduisent dans la prochaine génération. Et puis on a un problème sur la parentalité. Aujourd'hui, alors certes, il y a des parents qui savent pas très bien comment faire avec leurs enfants. Ceux-là, il faut les accompagner, etc. Et puis il y en a qui savent très bien et qui soit soutiennent, soit laissent faire. Et ça, c'est inadmissible. Il faut que les parents sachent que quand leurs enfants cassent, eh bien, ils doivent payer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de désintégration de l'État et de la nation ? En tout cas, il y a des choses à faire. On ne peut pas arriver à une situation comme celle-là sans avoir une réponse extrêmement forte. Parce que la sécurité, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité et l'ordre. Est-ce que l'État n'est pas en train de faillir ? Alors c'est le cas, vous l'avez vu, il y a des réponses très fortes de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti en matière de police, en matière de justice. Ça, c'est une réaction immédiate, c'est absolument indispensable. Je crois que la réponse est à la hauteur de ce qui s'est passé en matière de police, en matière de justice. Mais il y a un problème de fond. Comment on en arrive là et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ? C'est ça le travail de fond qui doit être mené. Bien, travail de fond qui doit être mené. À propos de ce qui se passe dans les banlieues, il y a des émeutes, il y a de nombreuses interdictions, feux d'artifice, balles du 14 juillet dans de nombreuses communes de France. Vous comprenez ça ? Vous comprenez que des maires aient peur d'éventuelles émeutes, d'éventuelles réactions ? Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier, on est très respectueux de la libre administration des collectivités. Oui. Quand les maires décident de le faire, vous savez, c'est les maires. Vous comprenez qu'un maire décide de le faire ? Bien sûr, les maires connaissent, ce sont eux qui connaissent le mieux leur population. Donc il faut respecter ça. Par contre, effectivement, la réponse qui est apportée par l'État, le rôle de l'État dans cette affaire-là, c'est quoi ? C'est de donner aux maires qui veulent maintenir ces festivités, les moyens de les maintenir. Mais n'est-ce pas un recul de la République quand un maire, parce qu'il a peur d'émeutes, annule des balles et des feux d'artifice ? C'est son choix, encore une fois, nous le respectons, c'est son choix. Mais là, aujourd'hui, l'État met les moyens. C'est abandonner le terrain. Non, parce que c'est 130 000 policiers et gendarmes qui sont aujourd'hui déployés. Ça veut dire que si les festivités doivent se tenir, elles peuvent se tenir. L'État a mis les moyens pour que ces festivités puissent se tenir. Et samedi, la nouvelle manifestation prévue par le comité Adama sera interdite. Oui, je vous le confirme. Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Toutes les manifestations qui viennent faire prendre des risques en matière d'ordre public doivent être interdites dans cette période, évidemment. Bien. Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires. Vous portez le futur texte du gouvernement. Ce sera quoi ? Un projet de loi ? Oui, c'est un projet de loi qui commencera son circuit à la rentrée. Oui. C'est une problématique en fait qui touche beaucoup de Français, plus qu'on le croit. C'est des nouveaux gourous, c'est des nouvelles organisations qui finalement apportent des réponses immédiates à des gens qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler et qui en fait leur offrent des solutions magiques qui finalement au final les enferment, ça c'est au mieux, et puis au final, au pire, on a parfois jusqu'au suicide ou jusqu'à l'arrêt de traitements médicaux. Vous allez créer un nouveau délit d'assujettissement psychologique. Expliquez-nous. Oui, en fait, tout simplement, jusqu'à présent, en fait, on traitait le sujet a posteriori, c'est-à-dire qu'on se rendrait compte que la personne était enfermée, que finalement, à un moment donné, elle était victime d'agressions physiques, psychologiques, parfois de viol, et on réagissait a posteriori. Là, en fait, on peut traiter le sujet dès le départ, dès l'instant où il y a
cet assujettissement, eh bien, c'est un délit en soi. Et donc, dès l'instant où la personne est considérée comme assujettie, sous emprise, pour faire plus simple... C'est pas la personne qui va déposer plainte. Non, c'est souvent les entourages. Et les entourages ou les associations, peut-être. Ça fait partie, effectivement, des réponses que nous apportons dans la stratégie nationale. C'est d'une part qu'effectivement, les proches puissent plus facilement aller devant les policiers, devant les gendarmes. Il y a tout un dispositif de formation, et que les associations puissent être mieux accompagnées. Et que les victimes puissent également être mieux indemnisées, parce que quand on arrive à les en sortir, souvent elles sont coupées de tout, elles ont plus d'accès à tout ce qui concerne la vie quotidienne. Alors, vous prenez un exemple, encourager quelqu'un à arrêter un traitement contre le cancer sera condamné par la loi. Oui, ça devient un délit. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça ne l'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vu avec récemment Thierry Casasnovas qui a encouragé les gens à arrêter leur traitement contre le cancer et les remplacer par des jus de légumes. On a finalement réussi à le mettre en examen parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres faits, mais ce fait-là n'était pas un délit. Est-ce que les pratiques sectaires sont en augmentation ou pas, Sonia Backès ? Oui, très clairement. Mais on n'a qu'une vision, malheureusement. Mais on n'a pas de chiffres. Donc ça fait partie du plan d'avoir une grande enquête, parce que pour l'instant, en fait, on n'a que les signalements. Les signalements qui augmentent de 33% en un an, c'est énorme. Plus 33%, en un an. Notamment dans le domaine de la santé. Notamment dans le domaine de la santé, parce que post-Covid, en fait, les gens se sont retournés vers des nouveaux gourous, des gens qui proposaient des solutions magiques à un mal-être. Des nouveaux gourous que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, bien souvent. Oui, les réseaux sociaux. Que comptez-vous faire ? Aller jusqu'à supprimer un compte ou un site ? Oui, ça fait partie des mesures qui sont proposées dans la stratégie nationale. Effectivement, quand on a soit un compte dangereux, soit des contenus dangereux, nous aurons la possibilité de les faire supprimer. La possibilité de les faire supprimer. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu que le Sénat voulait supprimer TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, bien sûr, j'ai vu. Il y aura aussi des référents, je crois, dans toute la France. Oui, l'idée, encore une fois, c'est que quand on est victime ou quand on est famille de victimes, aujourd'hui, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. C'est vrai que souvent les policiers, les gendarmes, dans les écoles, dans les établissements scolaires, on ne sait pas comment traiter le sujet. Donc l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des référents partout, de manière à ce que les victimes puissent savoir où aller et qu'elles puissent être accompagnées pour toute la procédure. Deux dernières questions qui ont suscité polémique. Pape Ndiaye, qui a déclaré que les médias de Vincent Bolloré étaient des médias d'extrême droite, et notamment CNews. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Je considère que la démocratie, c'est la pluralité de la presse. Et donc, il y a, et c'est une grande chance au niveau national, des médias avec des lignes éditoriales extrêmement différentes. Et je pense que c'est bien comme ça. Il a eu tort de dire cela ? Vous savez, il est libre de dire ce qu'il veut. Oui, mais ça c'est sûr. Mais également. Non, mais je remarque qu'au gouvernement, personne n'est venu le soutenir. Je serai sur CNews ce soir. Vous serez sur CNews ce soir. Par souci de... Je serai sur CNews parce que j'ai été invitée sur CNews et que je considère que c'est important que les gens qui écoutent tous les médias puissent entendre... C'est du sectarisme de la part de Pape Ndiaye ? Encore une fois, Pape Ndiaye a le droit de dire ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression. Je vous ai donné mon opinion. Mais vous ne partagez pas. Je vous ai donné mon opinion. Je considère vous ne partagez pas ce qu'il a dit. La démocratie, c'est la pluralité. Donc vous ne partagez pas ce qu'il a dit. Non, je ne partage pas. Vous ne partagez pas. Et deuxième chose, il y a eu une petite polémique. Il paraît que vous étiez en vacances pendant les émeutes. C'est vrai ou pas, Sonia Backès ? Vous savez, je ne commente pas les rumeurs pendant les périodes de remaniement. Ça s'appelle une boule puante. C'est vrai ou non, je n'étais pas à la plage et j'étais à la disposition du ministre. Vous étiez à disposition du ministre, mais en vacances. Non, je n'étais pas en vacances. Pas en vacances, en déplacement avec vos enfants. Exactement. En week-end. Bon, merci Sonia Backès d'être venue nous... L'Inde. Parlons de l'Inde. Nous en parlions hier, mais nous allons continuer avec Jean-Joseph Boileau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des pays émergents, spécialiste de l'Inde et conseiller à l'IRIS. Il est 10h47. Narendra Modi, Premier ministre indien, est l'invité d'honneur de la France pendant 2 jours, et notamment pour le défilé militaire du 14 juillet. C'est l'invité d'Emmanuel Macron, Narendra Modi, qui accorde une interview très intéressante ce matin que j'ai lu dans les Échos, effectivement aux Échos. Une interview très intéressante, il dit beaucoup de choses. Alors d'abord on va parler des contrats que l'Inde et la France vont signer, notamment l'achat de Rafale, c'est cela ? Bien sûr. De nouveau, vous avez tous ces contrats, vous avez un peu le détail de ces contrats. J'étais à la fois un économiste-chercheur tout à fait indépendant, j'étais dans la diplomatie économique et notamment à New Delhi. Bon. Dans les années où déjà on avait des contrats d'armement, c'était ni Modi ni Macron. Donc il faut écarter ces gens-là. Bon.
Aujourd'hui, c'est l'Inde qui est invitée. Oui. Et j'aimerais réinsister là-dessus. Bon. Modi, il est là. Il peut passer, n'est-ce pas? Macron est là, il peut passer. Oui. Donc l'important, c'est de resituer dans un contexte qui est celui des années 50, où, comme par hasard, le général de Gaulle, qui cherche une politique d'indépendance stratégique, va se tourner vers l'Inde, qui a, à ce moment-là, le leader des non-alignés, très proche de l'URSS. Tiens, de Gaulle, l'URSS, c'est des amis aussi. Oui. C'est pas des amis au sens des copains. Ce sont des alliés stratégiques, pour une diplomatie multipolaire. Donc, il faut bien resituer les Rafales là-dedans, d'accord? Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent le beurre de la multipolarité, mais ils veulent surtout pas du beurre des canons. Et attendez, comment vous construisez une relation solide avec un des géants du monde? Attendez, la France se compare avec l'Inde? Non, c'est pas comparable. Excusez-moi, 1,4 milliard d'habitants. N'est-ce pas? Et puis 60 millions d'habitants. Bon, il y a une puissance qui est en train de monter, c'est l'Inde, et puis une puissance qui est un peu, paraît-il, en train de baisser. Donc si vous ne mettez pas de l'huile dans les rouages de cette relation diplomatique, ce que j'appelle, si vous voulez, le beurre de la multipolarité. Donc les Rafales, c'est de la diplomatie, quoi. Mais bien sûr, j'ai un copain que j'adore, il dit toujours la chose suivante. Il dit, vous suivez les Rafales et vous avez la diplomatie française. Et donc je lui demandais, oui, très bien, mais attendez, est-ce que c'est pas l'inverse? C'est-à-dire, tu suis la diplomatie française et tu trouves les Rafales. Et le problème des Français, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Alors, on ne sait pas qui suit qui. Nous allons vendre combien de Rafales là, nouveaux à l'Inde? Écoutez, d'après mes petites oreilles, parce que j'ai quand même passé 50 ans sur l'Inde. Donc, en gros, on risque d'annoncer 26. Dans les 26 Rafales. Dans les faits, ça va être 30. 30 Rafales. D'après mon correspondant là-bas en Inde. Pourquoi on va les mettre en pièces détachées? On dit que c'est les pièces détachées. Oui, attendez. Pièces détachées ou bien des combines? Oui, non, mais ou bien un discount d'Assaut. Car qui est en position de force aujourd'hui? Ce n'est plus la France des Mirages 2000. C'est l'Inde qui est en position de force. Il faut bien le comprendre, cela. Pourquoi elle est en position de force? Parce qu'elle a pris une position, et je ne parle pas de Modi, là. Elle a pris une position clé sur le jeu de Go international, qui est d'être à la fois un leader des non-alignés, à la fois un adversaire clair de la Chine, un ami sans être trop ami avec la Russie. Elle joue ce qu'on appelle dans la diplomatie indienne, dans les vieux textes de l'art de la guerre en Inde qui s'appelle l'Arthashastra, elle joue la stratégie du Dvait Bhaja, le double jeu. Le double jeu, d'accord? Donc elle est en position de force. Si la France ne vend plus ces Rafales, ces sous-marins, parce qu'on va annoncer 3 sous-marins supplémentaires. 3 sous-marins aussi, oui. À peu près évident. Non, mais la France vend ses Rafales. Et c'est le changement. Attendez, moi j'ai regardé le nombre total. Bien sûr, c'est très important de comprendre ça. Dassault aurait-il ou non besoin de l'Inde? C'est bien la question. Oui. Attendez, c'est pas Dassault. Besoin. Non. C'est le gouvernement français. C'est le budget français. Bon, le budget français. Combien ça représente cet achat de Rafale? Alors, justement, c'est là où il y a tout le scandale et qu'il faut aborder. Les rétrocommissions du contrat de 2016. Et pas seulement de l'ardoise fiscale qu'avait un des intermédiaires. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on appelle une rétrocommission? C'est que, moi, j'ai toujours été frappé quand j'étais à l'ambassade, mais avant, le nombre d'intermédiaires qui traînent. Attendez, les avocats sont toujours dans la poche de quelqu'un, dit un proverbe indien. Mais vous saviez le nombre d'avocats indiens qui vivent à Paris, dans des appartements luxueux, et qui sont ces intermédiaires... Ils vont toucher des commissions, là. Ils vont toucher des commissions. Pour qui? Pour eux, bien sûr, mais vous savez, sur 3 milliards... Et pour qui? La campagne électorale de Narendra Modi, en 2019, elle a coûté 3 à 4 milliards de dollars. La plus chère qu'on ait jamais vue en Inde. Là, comme par hasard, on va signer des contrats avant la campagne électorale de 2024. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Donc les rétrocommissions, c'est une pratique classique, si vous voulez. C'est pas la France qui choisit. C'est l'autre qui lui dit, tu vas vendre tes Rafales, moi je veux bien te les acheter. Mais, parce qu'il y a une cerise sur le gâteau, c'est que ça permet de réduire l'influence de la Russie comme fournisseur d'armes, numéro 1. Attention, attention. Il faut que les Français ouvrent les yeux à 360 degrés. C'est vrai, vous avez raison. Donc, voilà. Alors la question c'est, puisqu'on ne peut pas faire du commerce d'armes sans que ça soit un peu sale, à qui revient le boulot de nettoyer les écuries d'Augias? Eh bien, c'est à la justice française. Et il faudrait savoir quand même pourquoi le parquet de Paris financier
à jeter dans les oubliettes les demandes d'anticorps, justement pour regarder d'un peu près toutes ces affaires. C'est pour des raisons diplomatiques. Non. Alors c'est là où il faut une séparation des pouvoirs. En Inde, on n'a pas de séparation, et c'est ce que tout le monde condamne à propos de Modi, et c'est tout à fait vrai. Depuis quelques années, vous avez un phénomène en Inde que je n'avais jamais connu, qui est la perte de l'équilibre des pouvoirs qui caractérise une démocratie. Ça veut dire que en Modi... France, moi, je suis quand même surpris que le parquet financier ait rejeté la plainte en demande d'anticorps. Enfin, quand même, on sait bien qu'il y a eu une remise fiscale de 150 millions d'euros au numéro 1 qui est derrière Modi, Anil Ambani, le groupe Reliance, qui, comme par hasard, va monter les rafales alors qu'il n'en a aucune compétence, que c'est un affairiste, c'est bien connu. Et d'autre part, le plus grave, c'est pas ça, c'est les rétrocommissions. Qui, en France, alors Le Monde, vous avez des journaux qui ont... j'ai vu que Mediapart avait relancé le dossier fiscal, mais attendez, 150 millions, c'est rien. Oui, c'est rien. La vraie question, c'est 3 milliards. Pourquoi 3 milliards? Mon correspondant en Inde, enfin mes correspondants me disent, c'est la surfacturation. Si j'ai bien compris, Rafale coûte 120 millions et on les a payés 250. Il faut pas perdre de temps parce que j'ai une question essentielle à vous poser, Jean-Joseph Boileau. C'est, si j'ai bien compris, la vente des Rafales qui va en partie financer la future campagne de Modi, quoi. Elle va d'abord financer l'industrie militaire française. Pas de défense. Pas d'exportation. C'est vrai. Non, mais attendez, les Français veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent des Rafales, mais ils veulent pas. Bon. Donc il faut les exporter. Il faut les exporter. Donc il faut vendre des armes. Voilà. Il faut continuer à vendre des armes. Il faut vendre des armes, il faut vendre des sous-marins. Il faudrait vendre aussi d'autres produits. Enfin, pour l'instant, les Indiens achètent à 50% de l'aéronautique. Attendez, j'aimerais dire quand même que les Indiens ont acheté pour 55 milliards d'Airbus. Alors, moi, je veux bien qu'on parle des 7 milliards, parce que vous me demandiez combien ils vont signer. 7 milliards. Ils vont signer, à mon avis, pour 7 milliards à peu près. Chaque sous-marin, c'est 1 milliard. 55 milliards d'Airbus. Ben oui, enfin, il faut quand même être sérieux. Hein, les gens veulent, là encore, les gens veulent surtout pas de Modi. Alors vous avez tous les experts qui sont là. C'est l'Inde. Et l'Inde, c'est 55 millions de... Alors, dernière question sur l'Inde. Allez, sur l'Inde. Jean-Joseph Boileau. Vous m'excuserez, je suis un peu véhément, mais il faut vraiment qu'on rééquilibre. Ne vous excusez pas. Bon, la véhémence est utile dans les débats et dans les réponses. Dites-moi, Jean-Joseph Boileau, j'ai lu les Échos, comme vous, et dans les Échos, Narendra Modi insiste. J'ai un article de moi dans les Échos, ce jour-là. Et il insiste, Modi, il insiste sur la volonté de l'Inde de faire partie du Conseil sur la volonté de l'Inde d'un élargissement du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Il veut absolument que l'Inde soit membre de ce Conseil permanent de sécurité. Puissance nucléaire, ça paraît logique, non? Non, puis attendez, 1,4 milliard. Enfin, quand même. Oui. Même au FMI, j'ai regardé. La part de l'Inde, c'est moins de 3%. C'est inférieur à la part de la France, au quota de la France. Enfin, est-ce que c'est normal qu'au FMI, vous ayez les quelques puissances qui... Mais les 5 membres permanents ne veulent pas de nouveaux arrivants. Non, et aucun. Il faudrait être sérieux. Même la France n'en veut pas. Mais Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est pas un partenaire facile. Attendez, mais les Russes n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent surtout pas. Les Russes, ça passerait parce que il y a beaucoup. Vous savez, l'accord de 1971, où la Russie l'URSS devient un partenaire stratégique. Pourquoi? C'est parce que les Américains ont bloqué les commandes, les livraisons militaires au moment de la guerre avec le Pakistan. Donc l'Inde ne veut plus jamais entendre parler des États-Unis, au sens d'une dépendance vis-à-vis des États-Unis. N'en veut pas non plus. Non, la Chine n'en veut pas non plus. Et alors, la France dit oui, vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait que l'Italie n'en veut pas et que les autres n'en veulent pas. Donc la diplomatie française, vous savez, on dit beaucoup que les Indiens c'est des opportunistes, et c'est vrai que l'art de la ruse est né là-bas dans les fables du Panchatantra dont La Fontaine a repris un certain nombre de fables. La faiblesse, l'arme du faible, c'est l'opportunisme, la ruse, n'est-ce pas? Bon, et l'Inde, c'est les rois de cela. Je ne dis pas que les Chinois ne sont pas bons dans la ruse, mais c'est une ruse plus musclée. D'ailleurs, l'art de la guerre... Il y a une vraie rivalité entre l'Inde et la Chine aujourd'hui? Mais bien sûr, attendez, comme entre l'Allemagne et la France, là encore, il faudrait que les Français se regardent dans un miroir. Ce qui empêche l'émergence d'une vraie puissance française multipolaire, c'est le fait qu'aujourd'hui, elle déteste l'Allemagne. J'ai tweeté hier, j'ai le culot de tweeter que s'il y avait eu la guerre
allemande de 45, la Deuxième Guerre mondiale, 39-40. C'est aussi parce que Keynes avait bien dit, l'économiste britannique, qu'on avait fait l'erreur énorme du traité de Versailles, avec des réparations de guerre terribles. On a mis la tête sous l'eau de l'Allemagne. C'est vrai, mais de nombreux historiens l'ont dit. Non, mais si vous aviez le nombre de tweets du lobby... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Inde et la Chine. Oui, alors, même rapport. Même chose. On a affaire à deux géants. Dans ce fameux traité d'Arthashastra, que j'ai traduit en français d'ailleurs, les Français peuvent lire une partie de ce traité-là, il y a marqué l'art de la guerre, l'art de la diplomatie, plus exactement. Deux voisins ne peuvent jamais s'entendre, c'est tout. Bon, eh bien merci Jean-Joseph Boileau. Belle démonstration. Il est 11h05. Merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi politique. Vous le savez, des sénateurs, des députés viennent nous voir et j'en suis très heureux. Je les remercie parce que ça permet de réfléchir ensemble. Ça permet de faire avancer la réflexion et c'est important. Les faits, l'explication avant l'opinion. Vous savez combien je suis vraiment attentif à cela. Le commentaire et l'opinion, ça vient après. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits, l'analyse et l'explication. Bien, et pour réfléchir à tout cela, pour regarder les faits, franchement et directement, nous avons tous les jeudis donc des élus. Et ce matin, Alma Dufour est avec nous, députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Alma Dufour, merci d'être là. Christophe Negelen, qui est député Lyotte des Vosges. Merci, bonjour. Merci à vous, bonjour. Et Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Bonjour. Patrick Vignal, bonjour. Bien, vous êtes là tous les trois. Alors, nous allons beaucoup revenir évidemment sur les émeutes, sur la situation actuelle en France. Vous nous proposez une réflexion, Patrick Vignal, intitulée « Reprendre le pouvoir ». Vous allez détailler un petit peu, puis nous allons réagir, reprendre le pouvoir. Vous faites un constat, ensuite vous rappelez la force de l'autorité républicaine, la sécurité et la justice pour tous sont un préalable, écrivez-vous. Bien, nous allons réfléchir aux solutions, évidemment, mais auparavant, je voudrais simplement vous poser une question. De nombreux maires, dans plusieurs communes, ont annulé les balles et les feux d'artifice, peut-être par crainte d'émeutes. Est-ce que vous comprenez cela, Alma Dufour? Vous comprenez qu'on annule ? Moi, franchement, je pense que c'est agiter des craintes un peu irrationnelles. Les gens avaient besoin de se retrouver pour le 14 juillet. On a vu que ce qui s'est passé, les soulèvements, etc., n'avaient pas besoin de se greffer à des événements en particulier pour qu'il y ait de la casse. Sur ma circonscription, les nuits où ça a été le plus chaud, il se passait absolument rien. Il n'y avait ni manifestation, ni événement. Donc rien à voir avec Naël, quoi. Comment ça n'a rien à voir avec Naël ? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Bien sûr que ça a tout à voir avec la mort de ce jeune homme. La question, c'est que les gens qui veulent casser ne profitent pas forcément de manifestations, etc., comme c'est sous-entendu en ce moment, y compris avec l'annulation des marches pacifiques contre les violences policières. En tout cas, sur ma circonscription, c'était le cas. Ça s'est passé des journées où il se passait contre les violences policières, on va en parler, on va y revenir. Est-ce que vous comprenez l'annulation ? À Lunel, par exemple, est-ce que c'est annulé ? Vous savez, chez Lunel, c'est une ville calme, apaisée, qui a subi des soucis, mais qui a su régler, parce que tout le monde travaille ensemble. Donc, moi, je pense qu'on a des forces de l'ordre fatiguées. Je pense que chaque 14 juillet, il y a 400 ou 500 voitures qui brûlent. Ça, c'est constant. Et je pense que ça fait du bien, justement, chers collègues, qu'on ait un petit peu un moment apaisé. Moi, j'ai envie que les forces de l'ordre retrouvent un peu. Donc, ça ne me gêne pas. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra réfléchir à une autre forme de 14 juillet en France. C'est ça aussi la réflexion. Peut-être est-ce que l'idée... Chers collègues, je ne vous ai pas coupé. Je veux dire, voilà. Je pense que là, le moment est tendu. La France est fracturée. On a une France qui est compliquée en ce moment. Et je trouve que pour les forces de l'ordre, le 14 juillet, d'avoir un peu de recul. Et pour les maires aussi, c'est pas plus mal. On sent bien, on a vu le retour à l'Élysée entre les maires de droite qui demandaient de l'autorité, les maires de gauche du social. Je pense que ça sera bien pour tout le monde, si vous voulez, si on a un moment d'apaisement et de fraternité tranquillement. Qu'en pensez-vous ? Christophe Negelen, je rappelle que vous êtes député Lyotte des Vosges. Oui, alors dans les Vosges, il y a en effet des feux d'artifice qui sont annulés, mais c'est plus par rapport à la problématique incendie que par rapport aux émeutes. Non mais voilà, et je pense que c'est le cas dans de nombreux territoires. Pas partout. Hein. Il y a aussi des maires qui le disent. Par exemple, j'avais hier le maire de Montargis qui dit, moi, j'ai annulé parce que j'ai peur.
Il ne le dit pas franchement. Hein. J'ai peur de débordement. Mais c'est le cas. C'est la réalité profonde. Vous parlez de Montargis. Oui. Il y a aussi une différence entre les territoires très ruraux. Moi, ma circonscription, la plus grande ville... Montargis, c'est assez rural. Hein. Ma plus grande ville fait 7800 habitants. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, donc on est dans des territoires de montagne très hauts, où pendant les émeutes, ça a été aussi plutôt très calme. Parce que les forces de l'ordre ont fait le travail, parce qu'elles étaient sur le terrain, parce que tout au long de l'année, on travaille à être proche des quelques quartiers qu'il y a. Donc, en effet, je pense qu'il faut vraiment faire attention, pas faire de généralité, pas tout mélanger, plusieurs cas, et du fait qu'il y a plusieurs cas différents, il y a de fait plusieurs solutions différentes. Bien. Est-ce que l'ordre a été rétabli ? Parce que j'ai entendu le gouvernement nous dire l'ordre a été rétabli depuis les récentes émeutes. Est-ce que vous pensez que l'ordre a été rétabli ? Non, on peut pas. Je pense qu'on pourrait s'en satisfaire si c'était la réalité, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, l'ordre n'a pas été rétabli partout, loin de là. Avant même les émeutes, il y avait certains quartiers où il n'y avait plus d'ordre républicain. Ça a éclaté au grand jour aussi pendant les émeutes. Là, en effet, ça s'est calmé, entre guillemets, un peu partout en France. Néanmoins, de là à dire que l'ordre est rétabli partout, je pense qu'il faudra... d'autres solutions et beaucoup plus de travail. Est-ce que l'ordre est rétabli ? Ce qui est sûr, c'est que ça s'est énormément calmé, vous l'avez dit. Enfin, là, je vois pas en ce moment de casse, de pillage, etc. La question, c'est est-ce que la justice a été rétablie ? Est-ce qu'on est sorti de cette situation avec des changements qui permettent justement d'apaiser et de réconcilier la société ? Moi, c'est la question qu'on pose, et c'est la question qu'on pose depuis le début. Est-ce qu'on est sorti de cette période en remettant en question quoi que ce soit dans le rapport entre la police et une partie de la population, notamment ces jeunes des quartiers, et notamment sur la question de la loi qui permet aujourd'hui de tirer dans un véhicule, quel que soit le danger réel que ce véhicule représente pour les autres et pour les policiers. Parce que c'est de ça qu'on parle. La loi de 2017, qui a permis une augmentation de 40% des tirs policiers sur des voitures, 5 fois plus de morts, 14 morts en un an. Naël n'était pas un cas isolé, 14 morts en un an. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a apporté une réponse à cette situation qui, pour une minorité des gens, mais quand même pas mal de gens, notamment dans les quartiers populaires, il y a plus de 5 millions de personnes qui vivent dans les quartiers populaires en France, est une question de vie ou de mort. Est-ce qu'on a apporté une réponse à ça ? Non. La réponse est non. On n'a rien proposé. Vous savez... comme chantier qui permettent de se dire qu'on va aller tous ensemble vers un apaisement de la société. La question qu'on peut poser en vous écoutant, Alma Dufour, c'est de savoir si il y a eu tous ces débordements, il y a eu ces émeutes, est-ce qu'elles sont représentatives d'un état de la société, ou c'est simplement des émeutes parce que un policier a tiré dans la voiture et en direction. Mais non, mais là, en l'occurrence, c'est ce que je vous dis. En l'occurrence, c'était le mort de trop. Oui. C'est-à-dire que si vous pensez que l'histoire de Naël... Est-ce que c'est uniquement le rapport et le comportement de la police qui fait qu'on se soit retrouvé avec des émeutes? C'est clairement ça qui a mis le feu aux poudres. Je suis désolée, avant Naël, il y avait peut-être mis le feu aux poudres, mais est-ce que c'est pas plus profond? Est-ce que ce n'est pas plus profond? Il y a aussi d'autres sujets. Et le sujet de l'abandon social dans les quartiers, du sous-investissement. Oui, mais c'est le premier sujet. Les jeunes, vous leur dites on va faire un grand plan banlieue, on va investir tant de milliards, c'est pas ça qui va les calmer. Ce qui les calmerait, c'est une première réponse sur la police. Parce que pour moi, c'est une question de vie et de mort. Non, je suis désolée, c'est la vérité. Pour vous, peut-être que ça vous paraît lointain, peut-être pas essentiel. Pour un jeune qui se dit, si jamais je me fais contrôler, il peut m'arriver on ne sait pas quoi, voire peut-être mourir, et que en plus ma famille va pleurer pendant des années sans avoir la justice. Moi, vous savez, ce qui me fait tenir en ce moment, c'est d'être en contact avec des familles de victimes de morts de refus d'obtempérer, notamment la famille de Rayana, une jeune fille qui était une passagère qui est morte il y a 1 an. 9 balles, le policier, il a tiré 9 balles dans l'habitacle. Le policier, toujours en fonction... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en rapport aussi avec la famille, avec les familles d'enfants qui ont été tués après des refus d'obtempérer? Mais écoutez... Vous savez que ça existe? Mais je sais que ça existe. Vous êtes en rapport avec la famille aussi. Mais non, mais il faut être sur tous les... Il faut comprendre que les victimes, ce sont des victimes de tous les côtés. Bien sûr, mais est-ce que juste pour finir, est-ce que... La police, son rôle, c'est d'arrêter des délinquants et des criminels. La justice, son rôle, c'est de les mettre en prison. Est-ce que la police a un droit d'exécuter les délinquants et les criminels? Non, mais c'est une vraie question. Alors, parce que dans ce cas-là, on exécute Pierre Palmade. Dans ce cas-là, on exécute le fils d'Éric Zemmour. Dans ce cas-là, on exécute beaucoup de gens en France. La question, c'est ça.
Moi, je suis évidemment pour que la justice soit sévère avec vous. quand il y a des refus obtempérés qui entraînent la mort des gens. Oui, je veux dire, c'est pas la question. On est tous d'accord avec ça. Chers collègues, le refus d'obtempérer, quelle que soit effectivement, vous avez de la réputation des parents, ça, je suis complètement d'accord. Et ça doit être traité de la même manière. Chers collègues, d'abord, nous avons une responsabilité politique. Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis au 3e mandat. Nous avons fait preuve beaucoup de lâcheté envers les quartiers populaires. On a fait des ghettos de pauvres, on a fait des ghettos de riches, c'est le constat. Moi je prends l'exemple de Montpellier, on a dans des quartiers des gens exceptionnels. La majorité des 6 millions de gens qui vivent n'étaient pas dans la rue. Et je voudrais dire que les gens qui nous ont aidés justement à éviter une certaine jeunesse qui est désociabilisée. Une jeunesse qui est malheureusement aujourd'hui, et on en est fautif, sur les réseaux sociaux, sur le dernier iPhone, sur les influenceurs. Vous savez. Donc ça, c'est un vrai débat que nous, on devrait avoir d'une manière apaisée en interne. Après, le deuxième débat aujourd'hui, c'est que Jean-Jacques Bourdin disait, est-ce qu'il pourrait y avoir encore une étincelle ? Oui, il pourrait y avoir une étincelle. C'est-à-dire que celui qui vous dit aujourd'hui, on a réglé le problème... l'autorité, bon. Et donc, je pense que nous, on ne peut pas rentrer que par le prisme de la police. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à reconnecter une certaine jeunesse avec l'autorité. Et moi, dans mon plan que j'ai envoyé au président de la République, effectivement, pour construire une société apaisée, d'abord, il faut remettre ce que j'appelle de l'ordre, mais de l'ordre républicain. Parce qu'effectivement, une certaine jeunesse se sent flouée, une certaine jeunesse rouille au bas de l'immeuble. Et pour cela, il me semble qu'effectivement, la priorité d'abord, c'est de redonner du pouvoir à des collectifs de parents, pas de mamans, de femmes et d'hommes dans les quartiers. Parce que ce sont ces gens qui y vivent. Et là, l'image qui a été donnée par une certaine jeunesse déboussolée, c'était que les gens vous disent, mais dans ces quartiers populaires, ils ne se respectent pas. Bien sûr qu'ils se respectent. Vous me laissez finir, s'il vous plaît ? Je suis convaincu qu'il y a une majorité de gens qui veulent bosser. Je suis convaincu qu'il y a un monde associatif qu'il faudra accompagner. Je suis même convaincu que l'État doit décentraliser dans ces quartiers le couple maire-préfet. Je suis convaincu que jusqu'à maintenant, on a laissé le ministre de la ville tout seul, alors qu'en fait, la ville, c'est l'éducation. On doit aller plus loin. On a dédoublé les classes, mais on ne va pas plus loin. Et vous proposez, par exemple, une reconnaissance du métier de médiateur. Oui, je vous en parlerai. On en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais quand même... Est-ce que vous avez constaté au cours de ces émeutes une haine de la France ? Non. Moi, ce que je constate... À aucun moment. Non, mais je vais vous dire... Alors, moi, en plus, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous. Ah, il n'y a aucun problème. Oui, on a abandonné ces territoires. Contrairement aux idées préconçues, l'État investit moins dans les quartiers populaires que dans d'autres territoires. Il y a moins de fonctions. Non, mais c'est l'Institut Montaigne qui le dit. Alors on ne peut pas les accuser d'être un think tank de gauche. Non, mais moins de fonctionnaires hospitaliers, moins de policiers. Même en Seine-Saint-Denis, il y a 2 fois moins de policiers que dans l'Ain, par exemple. Donc, ça, c'est vrai. Donc, sur les policiers, moins de prestations sociales. Non, mais vous imaginez, on a le cliché inverse. C'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est une population entière qu'on arrose de prestations sociales. Au final, c'est moins que la moyenne française. Donc, il faut aussi rétablir certaines vérités. Non, je n'ai pas vu de haine de la France. Ce que j'ai vu, c'est l'impression... Ni de la France, ni des institutions. L'impression que la France, que la République est une République à 2 vitesses. Mais dites-moi. Et qu'il y a du racisme dans certaines institutions de la République, comme dans la police, comme le dit l'ONU. Et comme dans les quartiers. Et comme dans les quartiers, Alma Dufour. Le racisme. C'est pas une haine de la France, c'est l'impression d'être rejeté. Bon, moi je vous pose. Non, mais voilà, mais je vous dis ce que moi j'ai vu. Après, vous pouvez contester le bien fondé. Est-ce que la police est une institution républicaine ? Bien sûr qu'elle est républicaine. Par contre, est-ce qu'on a un problème de racisme dans la police, Monsieur Bourdin ? Non, mais je vous pose simplement la question. Et je vous pose une deuxième question. Donc la police. On n'a pas de problème de racisme dans la police. C'est le symbole de la République. On est d'accord. Quand des manifestants crient « tout le monde déteste la police », est-ce que c'est une manière de détester la France ? Non. Non, parce que la police... Expliquez-moi pourquoi. La police, elle est républicaine à partir du moment où elle respecte déjà, l'état de droit. Je suis désolée, il y a marqué nulle part dans la loi qu'on a le droit de déborgner des gens avec des flashballs, par exemple. Non, mais excusez-moi, mais c'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal. Le tuer des gens, maquiller des preuves et faire des faux PV sous serment. Attendez, laissez-moi l'utilisation des LBD, faire des faux PV sous serment, faire des faux procès-verbaux sous serment, ce n'est pas légal non plus. Pourtant, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, c'est ce qui se passe dans plein d'affaires qui mettent en cause des policiers. Ce n'est pas légal. Être raciste et l'exprimer,
ce n'est pas légal. Pourtant, nous avons des policiers suspendus pour racisme qui ont été suspendus, réintégrés. Il y en a même un qui a passé le concours d'officier de police judiciaire. C'est celui qui disait un bico comme ça c'est pas nager. Moi, chez moi, à Rouen, il y a eu une affaire très, très célèbre il y a 2 ans, un groupe WhatsApp de policiers donc des policiers qui ont été suspendus. Sur le groupe WhatsApp, ils traitaient un de leurs collègues qui est noir de putain de singe. Mais ils ont été suspendus. Excusez-moi. Ils ont été suspendus. Oui, et il y en a un qui a été réintégré. Ce que je veux dire, c'est que les sanctions sont extrêmement faibles. Moi, la police, elle est républicaine quand elle respecte tous les devoirs d'une police républicaine. La police est républicaine, il ne faut pas faire de généralité. Il y a peut-être certains membres de la police... Comme dans la société, comme partout. Toute la société. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas sanctionnés. Et dans les banlieues aussi, mais bien sûr, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas sanctionnés. Les chiffres, attendez, dernier chiffre. Même le vice-procureur de Bobigny le dit, les condamnations et les poursuites pénales contre des policiers sont beaucoup moindres que celles sur la population. Sur 243 policiers poursuivis pour meurtre en 43 ans, 213, il n'y en a que 10 qui ont été condamnés à de la prison ferme. Ça, c'est la réalité. Il y a des passe-droits aujourd'hui pour la police et ça, nous, on n'en veut pas parce que ça crée une culture de l'impunité. Il est 11h20. À tout de suite, un peu de... Bien, je lis ce qu'écrit Laurent Wauquiez aujourd'hui, qui appelle à une mobilisation générale. Il appelle le président de la République à mobiliser une forme d'union sacrée. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire, Jean-Jacques Bourdin. Ça me fait sourire parce que je suis en colère, moi. Oui. Ça fait 3 mandats que je suis là. Moi, je suis pas venu pour régler des comptes avec des oppositions ou des collègues, parce que les gens autour de table ne sont pas des ennemis. Ils ont été élus par le peuple. Je me dis qu'à un moment donné, ça suffit, la parole politique qui ne sert à rien. Voilà. Aujourd'hui, on a un pays en difficulté. Aujourd'hui, on a un acte 1, qu'on veuille ou pas, qui a été réussi. On crée de l'emploi, et c'est les entreprises, pas les politiques. Le plein d'emploi arrive. On réindustrialise la France. L'acte 2, ça doit être quoi? Ça doit être ressouder la France avec un récit. Sauf que Jean-Jacques Bourdin, c'est précis, excusez-moi. Moi, je porte une proposition de loi. Mon collègue, il est Lyotte. On n'a pas été d'accord sur certaines parties des retraites. Il a signé ma proposition. Sophia Chikirou, qui travaille dans le 20e avec un commissariat de police, qui travaille sur la médiation avec les femmes, m'a dit, ça m'intéresse. Mais même certains de chez moi m'ont dit, je ne vais pas signer ta proposition parce que un tel de tel endroit ou tel maire te soutient. Moi, non, mais on marche chez les fous en France. Et moi, je le dis à la classe politique dans son entité, on est là pour s'occuper des Français. On n'est pas là pour régler des comptes entre nous. C'est pour cela qu'en ce moment, après une année, on se rend compte en fait qu'on n'a même pas le temps de discuter. Un mot, juste parenthèse, on va refermer, on ne va pas s'éterniser sur la police, mais quand les élus LFI, vous n'êtes pas levés lorsqu'il y a eu hommage, mais oui, Alma Dufault, il faut en parler. Pourquoi ne pas? Puisque vous assumez, j'imagine, de ne pas vous être levé à l'Assemblée nationale, il y a eu hommage aux policiers morts, et ça s'est reproduit au Conseil régional. Les élus LFI d'Île-de-France sont restés assis lors de l'hommage rendu aux élus agressés et blessés. Écoutez, en fait, pourquoi? Mais j'aimerais savoir pourquoi. Oui, parce que quand Gérald Darmanin a demandé à l'Assemblée de se lever, il venait passer 1 minute à nous insulter, à nous dire qu'on était hors de l'arc républicain et à mentir encore une fois comme il l'a fait à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale sur le vrai problème. Moi, je suis désolée, je n'ai rien contre les policiers. Je vais le redire, d'accord? Ce sont des gens que je respecte. Mais vous ne vous êtes pas levé. Non, moi, ce qui me pose un énorme problème, c'est qu'en France, on est en train de s'enfermer dans une dérive sécuritaire parce que le pouvoir a peur du syndicat Alliance, parce que entre les gilets jaunes et le président Emmanuel Macron, le seul rempart qu'il y avait, c'était la police pendant les retraites. C'était la police, il y a une colère sociale qui gronde, la police fait office de tampon. Moi, ce qui m'inquiète dans mon pays, c'est que l'ONU elle-même dit qu'il y a un problème avec l'institution policière en France. L'Allemagne, c'est pas l'ONU, le porte-parole du gouvernement allemand s'inquiète. Il y a un débat qui va être ouvert. Non, mais je suis désolée, vous pouvez rigoler. Poutine aussi, je ne rigole pas. Non, mais Alma Dufault, je ne rigole pas. Et même, je pense qu'il faut poser la question d'une organisation indépendante pour remplacer l'IGPN. Moi, je suis quand même relativement surpris. Ça fait 20 minutes qu'on parle de la police. On oublie complètement tous les commerces qui ont été saccagés. On oublie la majorité des personnes arrêtées qui, lorsqu'ils ont été interrogés, ne connaissaient pas Naël et ne faisaient pas ça
par rapport à lui. Et je suis désolé, quand vous voyez des jeunes qui sortent avec les bras remplis de baskets en venant de casser un magasin, vous pensez vraiment qu'ils pensent à elle? Je veux dire, ils vont saccager les commerces par solidarité pour un jeune qui vient d'être tué. Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Lorsque le lendemain, attendez, juste quand le lendemain, la moitié des choses qui ont été cambriolées sont revendues sur certains sites pour simplement se faire de l'argent facile. Je veux dire, est-ce qu'ils ont fait ça pour Nel? Est-ce que c'est demain pour acheter un bouquet de fleurs pour la maman ou une gerbe pour la maman? J'en suis pas certain. Donc, à un moment donné, il faut arrêter aussi l'hypocrisie. Non, l'hypocrisie. Alma Dufour. Je suis désolée. Je finis. Est-ce que nous, on dit que c'est bien de casser des magasins, de piller des magasins? Certainement pas. Nous, ce qu'on attend. Vous n'avez pas condamné les violences. Non, ce qu'on attend. Vous avez condamné les violences? Mais bien sûr. Et notamment, alors certainement pas sur les personnes, on a toujours été très clair sur. Mais attendez, quand le maire, le maire de l'Héléro s'est fait attaquer son domicile à coups de voiture bélier, on a tous dit que c'était une honte. Pourquoi ne vous êtes-vous pas levé au conseil régional? Parce que l'Héléro, on est politique, d'accord? Alors, il ne s'agit pas de régler des comptes, il s'agit de prendre acte d'une situation de fracture terrible dans la société. Si des gamins de 14 ans, quelle que soit leur raison, sont prêts à prendre des risques, avoir un casier judiciaire, voire à se faire crever un œil. Je suis désolée, on a oublié de dire, mais il y a encore il y a une personne qui est morte dans les émeutes à Marseille qui n'avait rien fait. Monsieur Bourdin, il y a une personne qui est dans le coma. Mais pour l'instant, les 3 Monsieur morts, Bourdin, est-ce qu'on pourrait parler des gens? Est-ce que c'est possible, le temps qui nous reste, de parler des gens et des solutions? Non, mais je finis. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on devrait avoir un gouvernement qui, dans une volonté d'apaisement, annonce des grandes mesures. Oui, sur la police, parce que ça, c'est parti de là, mais aussi, et vous avez raison et je vous rejoins, sur la question des investissements à réaliser pour que les quartiers prioritaires ne soient plus des endroits où les gens soient 3 fois plus pauvres que le reste de la population française. Vous m'avez dit on ne s'est pas levé à cause de Gérald Darmanin, c'est pour ça que vous n'êtes pas levé. C'est à cause de Darmanin. Oui, tout à fait. C'est pas du tout parce qu'il s'agissait de rendre hommage aux policiers ou pas. Peu importe la mort de policiers. Vous n'êtes pas levé parce que vous en vouliez à Darmanin? Non, parce que M. Darmanin a un rôle absolument terrible dans cette crise. M. Darmanin non, mais d'accord. Préfère faire des collusions avec l'extrême droite, alors qu'aujourd'hui, Europol dit que 6 projets d'attentats sur 10 en France sont le fait de l'extrême droite et met une alerte sur ce sujet en France. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui joue avec le feu, qui nous sort de l'arc républicain. Il aurait sorti l'abbé Pierre aussi de l'arc républicain, vu les déclarations qu'il a pu faire sur qui est la cause des vrais Mais Alma Dufour, je comprends très bien, et c'est votre droit. C'est votre je le redis. Et évidemment, quand il y a un policier qui meurt dans le cadre de ses fonctions, toute la France est endeuillée. D'accord? La question, c'est que nous voulons une police. Donc vous ne vous êtes pas levé pour protester contre Darmanin. Maintenant, au moins, les choses sont claires. Et non pas pour rendre hommage aux policiers. Chers collègues, moi, je vais vous dire, vous verrez mon compte Twitter. Moi, je ne vais pas vous juger. C'est les Français qui nous font élire et les Françaises. Donc vous verrez jamais, je dirais, quelque chose sur l'opposition. J'aimerais qu'on s'occupe des gens. Oui, tout à fait. Parce que là, on est tous en train de parler des oppositions. Oui, mais ça vous a choqué à l'Assemblée? Le fait qu'ils ne se lèvent pas? Oui. Vous savez, moi à un moment donné, les policiers, les gendarmes sont des hommes et des femmes qui tous les jours s'investissent pour notre sécurité. Leur rendre hommage, ou plutôt, tel que vous l'avez fait, ne pas leur rendre hommage pour des querelles personnelles. Non, c'est pas des querelles personnelles. Mais c'est des querelles personnelles. Qui tire la sonnette d'alarme. Chers collègues, vous parlez du ministre de l'Intérieur. Vous parlez du ministre de l'Intérieur. 77 plus de morts tués par la police en France qu'au Royaume-Uni, 50% plus qu'en Chers collègues, pas raison et pas raison. Il faut parler des gens. Regarder la doctrine. Les gens qui ont peur pour leurs enfants quand ils sortent la nuit. Chers collègues, là, quand vous me dites, on ne s'est pas levé à cause de Gérald Darmanin, mais c'est votre choix. Mais moi, personnellement, je trouve que ça correspond à rien. Il y a des policiers qui sont morts, comme des jeunes sont morts, et que le moindre des choses, c'est de leur rendre hommage. L'institution est au-dessus Madame Dufour, mais c'est pas grave. C'est votre problème. C'est votre solution. Est-ce que, selon vous, le délinquant est présumé victime et le policier présumé coupable? Attendez, ça dépend. Ça dépend s'il y a une vidéo qui montre une exécution ou pas. Le pire dans cette affaire, c'est que s'il n'y avait pas eu de vidéo, il se serait rien passé. Je suis désolée. Le problème, c'est la vidéo. Et le pire, c'est que toutes les familles de victimes disent il n'y avait pas de vidéo et on n'aura jamais la justice. Alors après, vous pourrez nous taper dessus autant que vous voulez.
Non, c'est même pas par électoralisme qu'on fait ça. Moi, je fais ça pour la justice. Il ne s'agit pas de vous taper dessus. Moi, je fais ça pour la justice. Il ne s'agit pas de vous taper dessus. Il s'agit de comprendre. Que c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on progresse collectivement. Chers collègues, vous parlez d'un mot, vous avez raison. La République, c'est d'abord la justice. On est d'accord ? Il y a un pilier pour moi, c'est un tabouret. Éducation, prévention, répression. Il n'y a jamais eu autant de la part du garde des Sceaux une augmentation de la justice de 60%. Il n'y a jamais eu autant de la part de Gérald Darmanin une augmentation de policiers. Je peux vous le dire, vous savez que je dis les choses. On a un couple qui enfin fonctionne. Pendant 3 mandats, le garde des Sceaux et le patron des policiers ne s'entendaient pas. Moi, je pense que ce couple qui fonctionne bien dans les territoires doit remettre une forme d'autorité. Après, on va la définir avec vous. Bien sûr qu'il faut que les policiers se reconnectent avec les jeunes. Moi, je fais des nuits avec la BAC à Montpellier. Je fais des nuits avec la gendarmerie. Je vois bien que la relation est tendue. On y arrivera. Mais c'est pas le principal. Le principal, c'est les quartiers populaires, chers collègues. Regardez aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent. On a mis, Christophe l'a dit, de l'argent pour la rénovation urbaine. À Montpellier, je finis s'il vous plaît. On a mis 100 millions d'euros pour refaire des bâtiments. Mais on n'a pas changé l'esprit des gens. On leur a pas donné les clés de la ville. C'est ça qu'il faut parler. Merci Patrick Vignal. Merci. On va faire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais ça se voit qu'on vous avait jamais tiré dessus. On va faire une petite pause. Non, mais ça se voit que votre vie n'a jamais été en danger parce que vous pensez que c'est pas important. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais je vous ai pas dit le contraire, Alma. Bah si, c'est ce que vous dites. Vous me parlez des investissements. Je propose un projet de rénovation. Et on est d'accord avec ça. S'il vous plaît, une pause. 11h32. Bien, il est 11h35. Vous avez compris, le débat se poursuit pendant la pub avec nos 3 invités. Alma Dufour, qui est députée de la France Insoumise de Seine-Maritime, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, et Christophe Negelen, qui est député Lyotte des Vosges. Christophe Negelen, c'est à vous la parole parce que vous avez un déficit. Alors, même un large déficit, mais ça m'a fait plaisir pendant 20 minutes de faire arbitre. Oui, d'être l'arbitre. Vous êtes député Lyotte. Les Lyotte, d'ailleurs, sont arbitres de beaucoup de choses. Hein, exactement. Ils sont bons, les Lyotte. Et ils sont bons, oui. Non, mais c'est vrai, le groupe se débrouille bien, 21 membres. Exactement. Vous débrouillez bien. Hein. Bon, alors. Un groupe ancré d'ailleurs, sur même les filles votent certaines de. Non, mais on est un groupe, par définition, ancré sur les territoires. Et on a tous été élus plutôt en tant qu'indépendants. Oui. Et donc, forcément, on porte la voix de ces territoires. Dans ce débat, que dites-vous ? Vous avez entendu les derniers développements ? Oui, et moi je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être beaucoup plus équilibré. Déjà, arrêter avec les généralités, parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Il y a, les policiers sont racistes, la grande majorité des policiers, et des gendarmes font correctement et excellemment bien leur travail et s'investissent pour la protection des Françaises et des Français. Il peut y avoir quelques dérives et ces dérives-là doivent être jugées. Néanmoins, quand on voit les émeutes qui ont lieu, ce n'est pas excusable. Quand on voit les gens qui ont été agressés chez eux, quand on voit les magasins qui ont été détruits, quand on voit les milliards d'euros qu'il va falloir réinvestir, ce sera beaucoup plus, falloir réinvestir, on oublie un peu toutes ces personnes-là. Et là, je suis d'accord avec Patrick Vignal. Pensons aux gens avant tout. Nous allons prendre un petit coup de fil. Thierry Maignan, qui est le président de la majorité municipale au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Thierry Maignan, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Alors, vous avez décidé, pour financer les remises en état, vous avez décidé de faire payer les dégâts aux familles des émeutiers. Mais comment ? Pour 2 raisons, nous avons annulé une manifestation de 3 semaines, une plage éphémère dans un parc de la ville. Pour 2 raisons. La première, c'est que depuis les émeutes, je croule sous les messages de gens du Blanc-Mesnil qui disent « Nous, on en a marre de payer, c'est pas à nous de payer ». Et je pense qu'ils ont raison. Nous avons une politique sociale très généreuse au Blanc-Mesnil et elle est payée par 25% de la population qui paye l'impôt. Et donc ces gens-là peuvent à juste titre se dire quand même ça manque un peu de reconnaissance tout ça. Et ces jeunes qui brûlent les locaux que nous avons financés et qui leur sont destinés, c'est quand même pas comme ça que les choses doivent tourner. Le deuxième aspect des choses, c'est que en annulant cette opération plage éphémère, alors on va me dire oui, mais il y a des gens qui vont être privés de cette plage éphémère alors qu'ils y sont pour rien. Moi, je pense que ça aura une vertu, c'est que les familles des quartiers iront voir ces jeunes émeutiers que tout le monde connaît.
Parce que avant d'avoir les masques et les cagoules devant les caméras de vidéosurveillance, ils partent des quartiers. Moi, j'ai passé 4 jours derrière les caméras. On voit bien que ça part de quartier. Et avant de mettre les cagoules, ils sont à visage découvert. Donc tout le quartier connaît ces gamins-là. D'ailleurs, c'est les gens probablement qu'on croise au foot, qu'on croise un petit peu partout en ville le reste du temps, qui sont pas toujours désagréables. Et je me dis que le commissaire, le juge, le maire, le patron de la police municipale ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que les familles s'impliquent et protègent la ville. En l'occurrence, ça serait une bonne idée d'aller voir ces gamins et de leur dire « Hey les gars, arrêtez vos conneries quand même ». Parce que c'est à cause de vous qu'on perd les 3 semaines de plage éphémère. Alors on espère bien que l'année prochaine, on pourra en bénéficier. Arrêtez vos bêtises, tout le monde s'en portera mieux. D'ailleurs, vous êtes en train de brûler les équipements du quartier. Je rappelle qu'ils ont essayé de brûler un dojo arts martiaux qui était l'équipement phare livré il y a 2 ans, flambant neuf, de ce quartier mis en question. Et ce dojo arts martiaux s'apprête à abriter, à recevoir la délégation japonaise de judo, c'est-à-dire la meilleure du monde pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est emblématique. Quel intérêt de brûler cet équipement qui permet à leurs petits frères, à leurs grands frères de pratiquer le judo et qui permet à la ville d'avoir une visibilité et de faire parler d'air autrement que par les émeutes et ces villes sombres de banlieue. Alors comment bon, vous avez décidé l'annulation de cette plage éphémère, mais comment allez-vous faire pour faire payer les dégâts aux familles des émeutiers ? Eh bien, déjà, il faut, lorsqu'on ne veut pas faire appel à l'impôt, et toujours au même, eh bien, il faut rogner un petit peu sur les services. D'où cette idée d'économiser sur la mise en place de cette plage éphémère. On va économiser... Donc, sur les services publics, vous économisez sur les services publics 150 000 € à peu près sur la mise en place de cette plage éphémère. Plus le fonctionnement, le personnel que l'on paye. Et donc, on a la moitié de l'ardoise. Chez nous, on a été relativement épargné, même si on est passé tout près de la catastrophe. Le coût, c'est 700 à 800 000 €. Donc, par l'annulation de cette plage éphémère, eh bien, on retrouve à peu près la moitié des fonds qui seront nécessaires. Et d'ailleurs, c'est annoncé sur les affiches, annulation de l'événement, et les économies réalisées seront utilisées pour remettre en état la ville après les émeutes. Bien, merci beaucoup Thierry Magnan. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve, entre guillemets, l'idée bonne, mais ça amène 2 sujets. Déjà, en effet, il faut responsabiliser les casseurs, les familles des casseurs. Ça reste une évidence. Néanmoins, on se rend compte aussi qu'on n'a pas beaucoup de leviers. Là, on va pénaliser une partie de la population qui n'a pas participé aux émeutes. Et donc, législativement parlant, ce serait peut-être aussi à nous de réfléchir à une possibilité de pénaliser clairement et de pouvoir viser, de laisser aux collectivités la possibilité de viser clairement les casseurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, moi, il y a un mot que vous venez d'employer que je trouve un mot qui a disparu, c'est la responsabilité. La responsabilité, bien sûr. Ça, je suis complètement d'accord. La police peut être responsable. Les autorités municipales peuvent être responsables. La population doit aussi être responsable. Parce moi, je voudrais dire déjà à monsieur... On fait croire aux jeunes que tout est gratuit. Oui. Et à un moment donné, il faut les responsabiliser en expliquant que ça a un coût. La construction du dojo, il a un coût. La plage qu'ils veulent faire à Blanc-Ménil, ça a un coût. Moi, je voudrais dire à monsieur Meignier, déjà d'abord, il a un excellent club de judo au Blanc-Ménil, parce que moi, j'étais patron de Montpellier du judo et il nous mettait des fessées souvent. Bon, ça c'était pour dire à monsieur Meignier, mais moi, je peux entendre Aujourd'hui, on a besoin d'un acte d'autorité. Et là, moi je comprends, il va supprimer 3 semaines de plage éphémère, il va ouvrir une discussion dans le quartier. Ce qui sera intéressant, c'est pas que le coût médiatique, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la difficulté dans des quartiers, et je le vois sur Montpellier, c'est que les gens ont du mal à dire c'est tel jeune qui est allé brûler la poste. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'il faut reconstruire une autre relation. Il y a des parents qui sont responsables de leurs enfants, ceux-là, c'est leur problème. Il y en a qui ne peuvent pas être responsables. D'ailleurs, vous citez Michel Rocard, je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Mais bien sûr, il y a des parents, il y a des familles monoparentales. Moi, j'ai une femme à Montpellier qui me dit, je ne sais pas gérer mon gamin ado de 16 ans, monsieur Vignal, mettez-le en prison.
et l'État doit être avec elle. Et le dernier point, pour répondre, nous devons renforcer ce couple maire-préfet. Nous devons décentraliser. Ce que je dis dans mon bouquin, les emmerdes à partager, Jean-Jacques Bourdin. C'est pas l'État qui peut tout faire. Pardon, il y a une autre action, récupérer l'espace public. On peut parler du coup parce que voilà, c'est le procès du vous voulez parler que de la police, vous voulez pas parler des quartiers, des investissements. Non, mais allons-y. Ne revenons pas sur la police. Parlons des investissements. Je sais bien que vous détestez la police. Non, pas du tout. Parlons des investissements. Vous chantez dans tous les cas. Mais ça va pas. Vous chantez pas, mais vous êtes dans une manifestation où c'est chanté. Oui, d'accord. Et vous partez toutes les. Non, je sais pas si vous avez manifesté. Vous partez dès qu'il y a un slogan qui vous plaît pas. Mais quoi qu'il en soit, parlons des investissements. Non, mais parlons des investissements. Moi, j'ai dit l'État ne peut pas tout. Pourtant, vous proposez de recruter des médiateurs. Ça va bien se faire avec de l'argent public, de l'État, vu à quel point les collectivités sont à l'os en ce moment. Chers collègues, protection de l'État, 1 euro des collectivités. Justement, ça c'est la garantie. Ça c'est la garantie que ça fonctionnera mal. Parce que les collectivités, elles ne peuvent pas s'endetter comme l'État. Les collectivités sont exemples. Il y a la crise de l'énergie qui est passée par là. Je suis désolée. Sur le département de Seine-Maritime, c'est 40 millions d'euros de facture d'énergie. Vous imaginez pour une année. La protection de l'enfance, même déjà ce qui existe, n'est pas rempli. En Seine-Maritime, on a 250 mesures de placement et d'aide à l'éducation qui ne sont pas exécutées. Parce qu'on n'a pas assez d'éducateurs. Ça met 2 ans à peu près. On n'a pas assez de psy, de pédopsie. Les éducateurs fuient ce métier tellement ils sont mal payés. Ils se retrouvent tout seuls à gérer des groupes de gamins qu'ils ne devraient pas gérer. Donc on a un vrai problème de carence de l'État en termes de protection de l'enfance, y compris du coup quand les jeunes font de la délinquance, puisque ça fait partie du champ de la protection de l'enfance que d'assister les mineurs qui ont dès leur jeune âge des problèmes avec la justice. Ça, c'est une action d'urgence qu'il faut faire. Il faut recruter massivement et augmenter, revaloriser les grilles salariales, parce que plus personne ne veut faire ce métier. C'est comme dans les EHPAD, comme dans l'hôpital. Première carence. Deuxième carence, on disait les services publics. Vous disiez rien n'est gratuit. Enfin, il faut leur faire comprendre que rien n'est gratuit. D'accord, mais enfin, les services publics sont plutôt carencés dans les quartiers prioritaires. Je suis désolée, je vous l'ai dit. Moins de médecins, moins de fonctionnaires hospitaliers, même moins de policiers, moins de transports en commun. C'est pas parce qu'on a un dojo, ok, c'est super, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'il faut améliorer. Encore une fois, on manque d'investissement à peu près d'1 milliard par an dans les quartiers prioritaires. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Ensuite, il y a la question de l'emploi. La question de l'emploi et de la discrimination à l'emploi. Il faut augmenter la lutte contre les discriminations à l'embauche qui sont réelles pour les personnes racisées en France, ça c'est vrai. Et il faut avoir un vrai plan de création d'emplois dans ces quartiers. Et je suis désolée, l'argent qu'on a balancé dans le CICE, 20 milliards d'euros, vous savez, c'est 900 000 euros pour un emploi créé. On aurait pu recruter 5 fois plus de fonctionnaires, payer 2500, des éducateurs par exemple. Je vais être d'accord avec vous sur une partie qui est dire, en effet, on doit sans doute faire plus pour ceux qui veulent réellement s'en sortir. Néanmoins, il ne faut pas penser qu'ils veulent tous croire justement à la chance que leur donne la République. Et certains se complaisent, je suis désolé de le dire, dans le trafic. Certains se complaisent. Et vous pensez que la justice fait pas son travail pour ces gens-là ? Et je pense que, en effet, la justice n'a sans doute pas assez de moyens pour pouvoir faire correctement. Excusez-moi. Mais on parle chers collègues, on essaie de porter une vision à 50 ans de ces quartiers ghettos. Ouais. On est d'accord sur le constat. Et vous, en fait, vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire en fait que rien n'a marché. C'est pas vrai. Non, moi, je suis le premier à vous dire qu'on a un problème d'urbanisation, on a un problème de ghettoisation. Dans ces quartiers, quand les gens s'en sortent, ils fuient. Le vrai débat, c'est quoi ? D'abord, c'est parce qu'ils sont pas en sécurité. Premier point. Eux, certains quartiers, d'abord en deux, sont gangrénés par la drogue ou alors par une forme d'idéologie. Ça veut dire quoi ? C'est retrouver la place de ces gens. Et les gens, c'est pour ça que ces collectifs qui commencent à se créer sont indispensables. La parole aux citoyens. Est-ce que nous ne vivons pas, c'est une question, mais là, 11h47, on va organiser une petite pub. Est-ce que nous ne vivons pas sur une contestation systématique de l'ordre et de la transmission dans notre société? Mais Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une contestation? Systématiquement, parce que, en effet, on a un vrai problème. Une partie des Français, bien sûr. Une partie des Français ont un problème. Moi, je pense qu'il y a avec l'autorité, quelle qu'elle soit. Moi, je pense qu'une partie des Français ont un problème. Non, mais laissez-moi parler. Ont un problème avec la montée des inégalités et la paupérisation croissante d'une partie de la population, pas que dans les quartiers prioritaires. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu pendant la réforme des retraites. Il y a un décrochage aujourd'hui entre les classes populaires et une partie des classes moyennes d'une certaine
chaîne élite et les gens ne supportent plus de plus arriver à se nourrir convenablement quand ils bossent 30 heures, 40 heures par semaine. Et dans les quartiers ne supportent plus de plus pouvoir se nourrir parce que ça arrive. Beaucoup de familles sont dans ce cas-là. Évidemment, ça n'arrive pas que dans les quartiers. Oui, mais particulièrement puisqu'ils sont 3 fois plus pauvres que le reste de la population. Le débat se poursuit, vous l'avez compris, pendant la pub, s'il vous plaît. J'ai juste une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pep Ndiaye quand il dit que les médias de Bolloré sont des médias d'extrême droite? Ah bah totalement. Alma Dufour. Et je suis rarement d'accord avec Pap Ndiaye, mais bon, on va l'encourager puisqu'il se fait un peu lâcher par sa famille politique. Vous vous levez d'ailleurs pour Pap Ndiaye. Non, mais parce que franchement, il se fait complètement lâcher par sa famille politique. Il ne faut pas confondre liberté de la presse et concentration des médias dans les mains de certains milliardaires qui ont un agenda politique très clair, c'est-à-dire celui de la montée de l'extrême droite. Mais il y a des médias d'opinion de tous les côtés. Moi, ce que je retiens de ça paraît logique qu'il y ait des médias d'opinion. Plus d'extrême droite que de gauche. Il a des médias à la télé. Est-ce qu'on a l'équivalent d'un CNews de gauche? C'est une vraie question parce que le média justement a demandé. On a le service public qui est très à gauche. Très à gauche, vous trouvez? La matinale de France Inter, économiquement, ils sont pas à gauche. On a le service. Mais c'est normal que qu'on ait des médias d'opinion. Moi, personnellement, je pense que l'information, d'abord, ça doit être de l'information, ça doit être de l'opinion. Mais ça, c'est un autre débat. J'aime pas qu'il y ait des médias d'extrême droite. Moi, je suis en désaccord avec vous. Je regrette qu'il y ait des médias d'opinion. À un moment donné, le travail des journalistes. C'est ce que je dis. Donc, on est d'accord. Des médias d'information, pas d'opinion. On devrait avoir des médias d'information. C'est pas grave qu'il y ait des médias d'extrême droite. Ce qui est inquiétant, c'est la concentration des médias dans les mains de milliardaires qui ont un agenda. Vous avez une chaîne de télévision. Ça m'empêche pas de dormir. Vous avez une chaîne de télévision qui est à droite. Est-ce qu'il y a inquiétant qu'un ministre de l'Éducation nationale, plutôt que de s'occuper de son ministère, vienne faire des remarques sur ce qui se passe au JDD ou ce qui se passe à CNews? Moi, ça m'embête. Est-ce qu'il a eu raison de dire ça ou... Moi, je pense que Patrick Vignal, vous êtes député Renaissance. Il devrait plutôt dire tout ce qu'il a fait pour l'éducation, dédoubler les classes, les vacances apprenantes, et je pense que... C'est pas lui, hein. Quand on... Dédoublement des classes. C'était Blanquer. C'est lui maintenant. Moi, je suis dans une famille, je la soutiens. C'est lui. C'est lui qui continue à le porter. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, les Français en ce moment, c'est pas leur problème. Et le dédoublement des classes, encore une fois, dans les territoires ruraux, le dédoublement des classes, on les a pas vus. Chers collègues, moi je pense qu'aujourd'hui, si on fait même pas 45% des gens qui vont voter pour nous, c'est parce qu'en fait, ça les intéresse pas tout ça. Moi, je pense que les médias devraient être que dans l'information. Mais c'est compliqué d'être journaliste aussi et de pas être aussi militant. Donc, ou alors, si on est média d'opinion, autant assumer. Ou alors on assume. On dit oui, je suis média de droite, oui, je suis média de gauche. Et on essaie de créer une balance. Certains médias assument. Mais vous vous dites pas que je trouve ça fou. Vous dites pas qu'il y a une raison pour laquelle elle a pris position maintenant, en ce moment, et pas n'importe quand. Moi, j'ai bien regardé CNews. Pap Ndiaye. J'ai bien regardé CNews depuis 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début de l'affaire Naël? Franchement, matin, midi et soir, on vous explique que du fait de la race et de la religion des gens, les gens ne pourraient pas vivre ensemble. Ça, c'est ça. Vous allumez CNews, vous avez un expert, on ne sait même pas d'où il sort, qui vous dit « Ah, c'est pas qu'on doit se taper dessus, mais c'est que c'est pour ça qu'il y a des civilisations et on ne devrait pas vivre ensemble. » Ça, c'est le discours qui est répété à longueur de journée. C'est pas de droite, ça, c'est de l'extrême droite, c'est du racisme. Ça veut dire qu'on conditionne les gens à leur race. C'est une chaîne raciste? C'est une chaîne raciste? En tout cas, c'est une chaîne qui tolère une omniprésence de ces discours-là. Je suis désolée, vous allumez CNews quand vous êtes une personne noire ou arabe, vous vous sentez pas à l'aise dans votre pays. C'est ça, vous iriez, vous allez sur CNews? Moi, j'y vais pas personnellement. J'y suis déjà allée, mais on n'y va plus. Mais vraiment, c'est une vraie question. D'un autre côté, mais je comprends pas. Chers collègues, la vraie question, vous y allez. Je comprends pas. Est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu, justement, vous accusez les uns les autres de dire personne cherche l'apaisement. Moi, je suis désolée. Dans une période, comme j'ai dit, de fracture immense, tout ce qui va vers le pardon, la compréhension dans les deux camps et le fait d'avancer, et ça je suis d'accord avec vous, d'aller de l'avant et de faire des propositions, est-ce que vous pensez que cette chaîne-là, elle a un rôle positif pour la société dans la période? Moi je suis un gamin, je suis désolée, noir ou arabe, j'allume la télé, je pète un plomb. Non mais non parce que les discours sont d'une violence. Chers collègues, extrême. vous et parlez on en arrive au point, on a Bruno Retailleau qui est LR, qui nous explique aussi à la télé, c'était pas sur CNews, et qui nous dit que si les jeunes
participent à des émeutes, c'est à cause de leur origine ethnique. Chers collègues, vous me parlez de gamins noirs ou arabes. Je vois que des Français, moi. Mais oui, pourquoi c'est pas mais moi aussi, parce que CNews leur parle comme ça. Mais bien sûr que si. Mes chers collègues, il faut aller sur ces chaînes pour donner un autre débat. Nous, des politiques, aujourd'hui, on est regardés par la société, on est d'accord. Moi, quand j'interviens ici, je fais très attention, parce que, surtout cette chaîne, et Jean-Jacques Baudin qui est exceptionnel, les gens nous écoutent. Je ne suis pas exceptionnel. Donc je fais très attention. Je ne suis pas exceptionnel, mais je tiens à certaines choses. Voilà. C'est-à-dire l'information d'abord. Voilà. Et pas avant un le parti commentaire. Mais ce qu'on a dit aujourd'hui, là, ce qu'on a dit, ça va s'irradier dans la société. Et donc je fais très attention à ne pas vous interpeller, à ne pas vous choquer, parce que ce que je vais dire, je ne voudrais pas que des gens le traduisent ou le traduisent mal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, la classe politique a besoin de se réinventer, parce que suivant les actes que l'on fait, suivant les mots qu'on prononce, ils sont répercutés dans la société. Et donc, pour finir sur ces news, bien sûr qu'il faut y aller. Il faut amener une contradiction étayée, madame. Mais oui, sinon, c'est pas la démocratie. Sinon, c'est de la vous ne pouvez pas dire tout le temps, vous êtes des cons, vous comprenez rien. Mais c'est pas ce que je dis, monsieur, mais ça vous dérange pas que tous les médias appartiennent à 5 milliardaires? Vous voyez pas? Alors, non, mais les médias à la télé, le service public. Ça vous dérange pas qu'il y ait une concentration? Enfin, je suis désolée. Encore une fois, il y a des signaux d'alerte année après année sur plein de choses qui commencent à se dégrader en France dans les libertés publiques, dans la démocratie normale. Vous dites pas, à un moment donné, que justement, aller de l'avant, c'est aussi questionner qui y a derrière ces médias, quel est leur agenda? Parlons du vrai problème des gens. Le vrai problème des gens, c'est l'inflation, c'est la réforme des retraites. Je suis pas sûr que l'humanité, toutes choses contre lesquelles votre gouvernement ne se bat pas. Et on est en train de monter les Français les uns contre les autres, les parler des sujets sociaux. Résultat, chers collègues, parlons politique. Pure politique. On a 3 blocs à l'Assemblée. Vous êtes d'accord? On a un bloc Renaissance, Lyot, plus ou moins qui sont des cousins, mais avec mais à qui on pourra... Des cousins fâchés parfois. Voilà, mais qui sont fâchés, mais on pourra... On a un bloc NUPES et on a un bloc RN. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est que vous êtes trop, je trouve, dans la fureur. Vous êtes... soyons apaisés un peu. Non, mais attendez, vous venez de voler 2 ans de retraite aux gens. Madame, regardez. Vous m'avez dit que j'ai volé les retraites. Vous m'avez dit que les policiers tuaient. Vous m'avez dit. Ah non, ça, on n'a pas voté. Mais vous m'avez dit qu'on servait à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on construise ensemble? Je suis désolée. Ça ne vous gêne pas que votre gouvernement empêche le Parlement de voter sur la réforme des retraites? On pourrait se mettre d'accord. Regardez le débat qu'on mène. Est-ce que vous étiez pour le 49.3? Vous avez passé du temps à nous taper dessus en disant, voilà, vous ne voulez pas qu'on parle des vrais gens et qu'on arrête de parler de nous et de vous, parce qu'ils s'en foutent les gens de vous. Construisons des choses. Et donc, vous êtes ça va pas être facile. C'est la police, c'est ça. Merci. Vous êtes hors sol. Merci. Non, je suis pas. Merci, Alma Dufour. Je suis hors sol. On reparlera des médiateurs. Oui, parce que les médiateurs. C'est quand votre proposition Jean-Jacques Bourdin, c'est transpartisan. 120 personnes ont signé. 4 députés d'octobre d'LFI. Ce que je voudrais donner, moi, vous savez ce qui me gêne, Jean-Jacques Bourdin, c'est que t'es médiateur à l'école, tu rentres pas au collège parce que l'enseignant veut pas que tu rentres. T'es médiateur à l'école, quand tu rentres dans les transports, on te dit ah non, t'es pas toi. Cette France est un silo. Chacun est dans son parcours, alors que le vrai parcours du gamin, c'est quand il est à l'école, dans le quartier, au collège et dans la rue. Bon, merci à tous les 3 d'être venus. Et mes collègues et les filles vont la voter. Au moins on débat, on écenge des idées. Elliot aussi. Chacun vote. Je sens qu'Alma Dufour va la voter, votre proposition. Mais oui, elle la votera. Voilà, on a gagné quelque chose. Merci Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes le curé de la politique. 11h59. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h08, merci d'être avec nous. C'était animé, mais c'est comme ça, c'est le direct. Et puis chacun intervient. Si vous voulez d'ailleurs réagir à ce que vous avez entendu dans l'heure précédente, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. La radio, c'est ça. La radio, c'est du direct. La radio, c'est du débat. La radio, c'est de l'info, c'est de l'explication, de l'analyse. Et puis ensuite, on va commenter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opinion quand elle est exprimée contradictoirement. Mais sinon, c'est de l'explication et de l'analyse. Et tiens, à propos d'explication et d'analyse, nous allons recevoir une hydrologue, Charlène Descolonges. Je suis très très content de la recevoir, ingénieure hydrologue, parce que elle publie aux éditions Tana un Fake or Not, c'est le titre de cette collection, sur l'eau.
tout savoir sur l'eau, la sécheresse, les inondations. Chaque Français consomme directement, écoutez bien, 146 litres d'eau par jour. 146 litres d'eau par jour. La pénurie d'eau nous menace. Comment mieux supporter les sécheresses? Comment affronter les inondations? Et comment lutter contre l'érosion? Nous en parlons dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. C'est là que ça se passe, Sud Radio maintenant. Il est 12h10. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. J'ai le livre en main, il est 12h13. L'eau. C'est dans la collection Fake or Not. C'est écrit par Charlène Descolonges. On dit Descolonges? Descolonges. Bon, oui. Très bien. Bonjour. Merci, bonjour d'être avec nous. Les éditions Tana Éditions. Alors, tiens, je regarde les questions qui sont posées à la une du livre. On finira bien par sortir de la crise de l'eau ou pas? C'est une très bonne question d'introduction, merci de la poser. Alors effectivement, c'est un travail qu'on a fait à deux mains avec Isabelle Brockman, directrice de la collection. Et en fait, si on ne prend pas conscience que l'eau, c'est une ressource précieuse et qu'elle va finir par manquer si on ne réduit pas nos besoins, non, on ne sortira pas de la crise de l'eau. Bien. L'eau qu'on ne stocke pas est perdue? Et non, en fait, ça dépend pour qui, ça dépend pour quoi. Oui. Ça dépend pour qui, pourquoi, c'est-à-dire est-ce qu'on va stocker l'eau dans des méga-bassines pour irriguer des monocultures? Est-ce que ça, c'est perdu? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Est-ce que c'est pour stocker l'eau dans des zones humides qui vont permettre de faire des éponges pendant les crues, relarguer de l'eau quand on en a besoin? Non, ça, c'est pas perdu. Avant de parler de sécheresse, de pénurie, je voudrais... Il y a une chose que je comprends pas bien. Est-ce qu'on récupère suffisamment, correctement, l'eau qui tombe du ciel? L'eau, alors... Vraiment, on va repartir sur les bases. Vous savez, le cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école. Oui. On nous fait un schéma, un grand cycle de l'eau en circuit fermé, et voilà, on se dit tout va bien. Mais en fait, ce schéma, il est faux. C'est le résultat d'une étude scientifique internationale qui montre que quand on se représente le cycle de l'eau, 98% du temps, on ne représente pas nos interactions avec ce cycle de l'eau. Or, on a pollué, on a extrait massivement dans toutes les nappes, on utilise de l'eau pour absolument tout, on irrigue énormément et on ne fait jamais le lien entre nos activités et l'impact sur le cycle de l'eau. On ne fait jamais le lien entre le changement climatique et le cycle de l'eau. Et pourtant, il est complètement déréglé. Alors, le vrai sujet, c'est... encore une fois, l'eau qu'on ne stocke pas est-elle perdue? On finira bien par faire pleuvoir la pluie. En fait, il faut vraiment comprendre que le cycle de l'eau, c'est un circuit fermé qui doit venir des océans au continent et qui doit s'écouler le plus lentement possible sur les continents. Le problème, c'est qu'on l'a accéléré. On l'a accéléré, je comprends. Accéléré. L'hydrologie, c'est une histoire de stock et de flux. C'est un peu comme la finance. Voilà, ça transite, etc. Le problème, c'est qu'on a surpompé dans les stocks et on a accéléré les flux. Donc, on est beaucoup plus vulnérable aux sécheresses et aux violentes inondations. Mais alors, les stocks, on a surpompé dans les stocks, mais on les renouvelle pas bien. Et comme on surpompe, on ne renouvelle pas le stock. Voilà. Mais est-ce qu'on ne renouvelle pas le stock aussi parce qu'on ne sait pas préserver? Évidemment. C'est ça. On ne sait pas préserver la valeur. Et on arrive à une situation, celle qu'on vit aujourd'hui, là, à la veille du 14 juillet 2023. On a 80% des départements français concernés par une vigilance sécheresse, des violents orages, des grandes canicules et les nappes souterraines qui ne se rechargent pas. Mais oui, parce qu'il y a de l'eau qui tombe, là. Il y a de l'eau qui tombe, mais elle ne s'infiltre pas dans les sols. Et c'est ça le problème. 5% de ce qui tombe va s'infiltrer dans les nappes, mais dans des périodes bien données. Uniquement 5%. 5%, ça dépend après des endroits. Et le reste va où? À la mer? Il y a 60% qui repart dans l'atmosphère, quasi automatiquement. C'est repris par la végétation ou par les sols qui évaporent l'eau. Et ensuite, ça ruisselle. Ça ruisselle dans les cours d'eau. Mais en fait, ça ruisselle, il faut que ça ruisselle, parce que ça va dans les cours d'eau et ça va alimenter plein d'écosystèmes. Mais finalement, il n'y a que 5% qui rentrent dans les nappes et à une période donnée, c'est-à-dire fin octobre, début mars. Et après, c'est fini. Et après, c'est fini. Tout ce qui va tomber cet été ne va pas recharger les nappes. Et là, on est déjà en situation de sécheresse. Ça va continuer jusqu'à la fin de l'été. Alors, puisqu'on est en situation de sécheresse, il faut lutter, évidemment, contre cette sécheresse. Il y a 1000 façons de... D'abord, je regardais un chiffre, 146 litres d'eau par jour, par personne. C'est une grosse moyenne. Nous consommons ça.
utilisons. Nous utilisons, pas consommons. Nous utilisons, oui, voilà. Pardon, oui. Ouais. Nous utilisons 146 litres d'eau en moyenne. C'est un bon lapsus parce que souvent on confond entre prélèvement et consommation. C'est vrai, vous avez raison. On prend de l'eau et après ça revient dans le circuit. Ouais. À la différence de l'agriculture qui consomme de l'eau. C'est le premier consommateur d'eau. C'est-à-dire que les trois gros consommateurs d'eau, c'est l'énergie, l'industrie et l'agriculture. Alors, d'abord, l'agriculture, 58%. Oui. Ensuite, non, finalement, c'est l'eau potable, parce qu'en fait, il y a des fuites l'eau potable. Dans les réseaux. Parce qu'il y a des fuites. 1 milliard de mètres cubes d'eau perdus dans les fuites chaque année. Ça représente quoi, 1 milliard de mètres cubes? C'est 1 kilomètre cube. C'est l'équivalent de toute l'eau qu'il y a dans le lac d'Annecy, par exemple. Ah bon? Oui. Toute l'eau du lac d'Annecy, vous êtes d'Annecy, hein, je crois. Oui, ah oui, d'accord. Donc vous connaissez bien le lac d'Annecy. Bon, d'accord. Bon. Toute l'eau du lac d'Annecy est gaspillée, quoi. Voilà. Et perdue dans les canalisations. Imaginez, c'est comme si on jetait de l'argent par la fenêtre, puisque c'est de l'eau qu'on traite, qu'on paye, et qui part dans on ne sait pas où. Elle ne revient jamais dans le milieu dans lequel on a été prélevé. Bon, ensuite... Alors après l'agriculture, les fuites. Et après, effectivement, l'énergie. Alors là, on va rentrer dans un débat. Le nucléaire. Plus de 50% des prélèvements sont utilisés pour refroidir nos centrales en circuit ouvert, c'est-à-dire celles qui sont sur le couloir du Rhône, qui fonctionnent en circuit ouvert. Elles prennent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 98%. Il y a les autres centrales qui sont en circuit fermé, et là, en fait, on prélève de l'eau, mais il y en a 50% qui repartent dans l'atmosphère, dans les grandes tours réfrigérantes. Et donc, cette eau qui est consommée ne revient pas dans le milieu. C'est pour ça que c'est... Et l'industrie aussi, l'industrie consomme beaucoup d'eau. L'industrie consomme de l'eau, par exemple l'industrie des eaux en bouteille, les industries agroalimentaires, les process industriels, certains, oui, mais finalement ça vient en 3e position. Bien. On va prendre Eric, au passage, qui est maraîcher. Oui, l'eau, c'est l'un de ses problèmes quotidiens, préoccupations quotidiennes. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Charlène. Bonjour. Alors... merci pour votre invitation. Merci, allez-y Eric. Vous avez de l'eau à Saint-Rémy grâce au canal des Alpilles. Des Alpines, pas le canal des Alpines. Le canal des Alpines, oui, qui vient lui de Serponçon via... Exactement. C'est l'eau du barrage de Serponçon. C'est l'eau du barrage de Serponçon via une branche d'EDF, justement. Voilà. Charlène. De refroidisseurs. Vous êtes inquiet pour la pénurie dans le futur, dans votre milieu agricole, pour vos maraîchages? Je ne suis pas inquiet à l'âge que j'ai, je suis inquiet pour les générations futures et un futur qui me paraît bien proche maintenant. Parce qu'on voit quand même bien que dès qu'on n'a plus de neige l'hiver ou la perte des glaciers de très haute altitude, même qu'on ait Serponçon en réserve, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc c'est un problème qui est mondial, qui n'est pas que français. Je pense qu'on interagit beaucoup en France. On essaye quand même de faire des choses. L'agriculture a considérablement évolué sur 30 ans, moi j'ai 58 ans. L'irrigation telle qu'elle est faite maintenant... Oui, Eric, parce que l'eau, vous savez que c'est un bien précieux, vous maraîchers. Bien sûr, sans eau, on n'est rien. Vous pouvez avoir sans eau, vous n'êtes rien. Alors, sans eau, on n'est rien. Alors tout dépend de l'agriculture aussi. Il y a des agriculteurs qui sont plus ou moins sensibles à l'importance de l'eau. Exactement. Là, on parle de 2 modèles agricoles. Celui qui va irriguer abondamment et utiliser beaucoup d'intrants, d'engrais et de pesticides, qui va détruire la vie dans les sols et qui va faire que ça va accélérer le processus de ruissellement. Et puis, il y a ceux qui travaillent en bon sens paysan, qui travaillent en proximité, qui travaillent le sol, mais pas trop, qui font des couverts végétaux, de l'agroforesterie, etc. Et tout ça, ça va permettre de garder l'eau dans les sols et c'est le but. Oui. Un mot, vous faites très attention à l'eau, Eric ? Alors, juste un petit point quand même pour revenir sur ce que vient de dire Charlène, c'est que déjà l'histoire des phytos, ça n'a rien à voir avec l'irrigation. L'utilisation des phytosanitaires en traitement de parties aériennes, il faut savoir la différencier de l'eau d'irrigation. C'est deux choses quand même qui sont complètement différentes. De l'eau d'irrigation, ça n'a rien à voir, oui, c'est vrai. C'est deux choses différentes. Vous pouvez être en bio, il faudra quand même arroser, même si vous n'utilisez pas de produits phytosanitaires. C'est un volet à part. Et ensuite, en ce qui concerne aussi sur l'histoire de l'eau, on fait des couverts végétaux en serre, on utilise du paillage pour éviter l'évaporation, on utilise du micro-jet, du goutte à goutte. Toutes ces inventions-là qu'on doit aux Israéliens, puisqu'ils se sont retrouvés dans une terre qui n'avait pas d'eau, il fallait qu'ils gèrent. Ils ont été des génies à ce niveau-là. C'est eux qui nous ont tout apporté, je dirais, ou une grande partie, sur l'irrigation moderne. Après,
Sur l'irrigation telle qu'elle est faite chez nous, quand on voit les plaines de crocs... Très vite, Eric, parce que le temps passe. Mais juste pour dire qu'on fait quand même, on ne consomme pas, on utilise de l'eau, puisqu'on a quand même un gros retour qui se fait dans les nappes quand on utilise de l'eau pour arroser des foins de crocs, quand on utilise tout ça. On est quand même plus... Mais parce que vous êtes attentif à l'eau dans une région qui a besoin d'eau. Merci Eric. Je lisais dans votre livre, en ouvrant la page 42, pour l'instant négligeable, les prélèvements sauvages d'eau risquent de se multiplier. Négligeable, c'est-à-dire que, par exemple, les piscines, on parle sans arrêt des piscines, mais ça représente rien. Ça représente quoi? Non, mais c'est vrai. À l'échelle de la France, ça dépend où on se place, en fait. Oui. Si on se place à l'échelle de la France et à l'échelle de l'année, non, c'est rien. Quand on regarde à l'échelle d'un territoire, oui, à l'échelle de quelques communes et à l'échelle de l'été, ça peut représenter beaucoup. Donc encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, ça n'est pas rien quand en été, on a des sécheresses globalisées sur tout un territoire qui prive de l'eau. J'ai interrogé par exemple, vous savez, le maire qui a arrêté les permis de construire dans le Var. Là. Oui, bien sûr. Il disait, mais je ne comprends pas, toutes nos nappes sont à sec, on n'a plus d'eau, et je lui dis, bon, alors j'essaye de comprendre, je lui dis, est-ce que vous avez mutualisé l'eau, quel est votre prix de l'eau, est-ce que vous avez des pertes dans vos réseaux d'eau potable, combien de piscines vous avez sur votre commune? Il dit, mais madame, vous comprenez pas, nous, à chaque fois qu'on a un permis de construire, on a une piscine avec, ça fait partie du folklore, ça fait partie de la carte postale, donc il y a vraiment aussi besoin de comprendre qu'on n'est plus dans une ère d'abondance, et qu'on a pompé toute l'eau des nappes pour répondre à des besoins qui n'étaient pas forcément prioritaire. Bien, je rappelle aussi que les foyers à revenus modestes consomment 3 fois moins d'eau que les foyers les plus riches. Et voilà. Bah ça là, aussi. On a une illustration. Quand on regarde la carte de la France, on consomme beaucoup d'eau potable dans le sud, là où il y a moins d'eau. Et on consomme plus d'eau potable dans le sud, parce qu'il fait plus chaud. Parce qu'on a des piscines. Et parce qu'il fait plus, parce qu'il fait plus chaud. Et parce qu'il fait plus chaud aussi. Que peut-être on prend plus de douches. Je sais pas du tout. Moi, j'ai pas. Qu'on boit plus d'eau. Il y a plus de piscines, il y a plus qu'on boit plus d'eau au robinet. Non, mais c'est irrigation des pelouses. Enfin voilà, on arrose. Bon, mais oui, mais alors comment faire? Eh ben, comment faire? On s'adapte. On s'adapte à un climat qui change, on n'aura pas le choix. Si on veut vraiment éviter les conflits d'usage, les conflits de l'eau, on a besoin de réduire déjà nos besoins, comprendre que ça va changer, et donc on va devoir faire des choix, et aussi parler d'une chose, peut-être que vous l'avez noté, on parle beaucoup des 150 litres d'eau à la maison, et l'empreinte eau. 4 900 litres, 5 000 litres d'eau virtuelle chaque jour par Français. Ça reflète essentiellement notre appropriation humaine de l'eau. 85% de cette empreinte est liée à notre alimentation, et qui est essentiellement carnée. Donc en fait, on va avoir besoin aussi de revoir notre alimentation, revoir notre assiette pour réduire cette empreinte eau. Bien, et l'eau de mer? Bon, ça c'est un vieux mythe, un peu, la désalinisation. Désalinisation. C'est dur à dire en plus. Oui, c'est pas facile à dire. On va bah oui, vu qu'on a pompé, désaliniser, bon. On a pompé toute l'eau des nappes, donc on va aller chercher de l'eau dans la mer. Mais ça bousille l'environnement, pareil. Et ça consomme déjà beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup. Beaucoup. Il y a deux procédés. Dans les deux cas, ça consomme beaucoup d'énergie. Avec quelle énergie on va produire ça, en sachant que on a aussi besoin d'eau pour produire de l'énergie. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et puis ça rejette effectivement un concentré de sel et de produits chimiques en mer qui va détruire la biodiversité marine. Un dernier mot, Charlène Descolonges. Sécheresse cet été? Peut-être pas. Oui, mais sécheresse. Vraie sécheresse, enfin sécheresse grave, on y est déjà, mais est-ce que ça risque d'empirer? Parce qu'il a plu au printemps. Il a plu au printemps, ça n'a pas permis de recharger les nappes. Vraiment pas. Non. Encore une fois, et ça ne le fera toujours pas jusqu'à la fin de l'été. Et là, en plus, on a El Niño qui arrive, qui est un phénomène qui va réchauffer la Terre encore plus. Je suis content que vous en parliez parce que. Et oui, donc qui est effectivement un phénomène naturel, mais qui s'ajoute à l'augmentation de la température liée au changement climatique. Donc, sécheresse, oui. Donc, soyons attentifs. Exactement. Au maximum. Merci Charlène Descolonges. Merci. À bientôt. L'eau, Fake or Not, c'est la collection. C'est aux éditions Tana Éditions. C'est très intéressant pour tout savoir sur l'eau, évidemment. On a besoin de savoir. Vous le savez, 12h27. Philippe David.